Salut les zouzes et bienvenue sur Zouzman Comics, la chaîne qui vous parle de comics et de tous ses dérivés. J'espère que vous allez bien. Perso, ça va nickel, je lis un max et je vous prépare un petit truc un peu spooky pour Halloween, alors stay tuned. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Alary lors de sa dédicace pour la sortie de Don Vega à la librairie Alpha BD de Nice. Alors oui, ce n'est pas du comics, mais croyez-moi, cette rencontre est vraiment exceptionnelle. Une très belle interview avec un artiste aux 1000 facettes qui maîtrise autant l'animation que l'art de la bande dessinée et qui a une très grande connaissance de l'univers des comics. Alors, si vous voulez en apprendre plus sur cet artiste, installez-vous confortablement dans votre fauteuil et préparez votre boisson préférée. Je vous promets qu'on va passer un bon moment ensemble. Avant de passer à l'interview de Pierre Alary, il serait peut-être de bon ton de vous faire une biographie express de l'auteur. Alors Pierre Alary est donc un artiste français né en 1970 à Paris. En 1991, il rentre à l'école d'animation des Gobelins, déjà prestigieuse à l'époque. Au même moment, les studios Disney décident d'implanter des studios en France afin de créer un vivier de talents et d'avoir un pied en Europe. C'est donc une fois son diplôme en poche qu'il est recruté par le légendaire studio. Il y passera 10 ans en tant qu'animateur sur des projets tels que Cusco, Empereur Mégalo, Le Bossu de Notre-Dame ou encore Tarzan numéro 2. À la fermeture des studios Disney, il se lance, à l'image d'autres artistes du studio, dans le monde de la bande dessinée. Il sort sa première œuvre, Gryffindor, en 1997. Mais laissons la parole au principal intéressé. Alors Pierre Alary, c'est un plaisir de te recevoir pour cette journée exceptionnelle chez Alpha BD à Nice. Tu viens donc présenter entre autres Don Vega, ta vision je crois des origines du célèbre justicier masqué Zorro. Ouais, te plains pas. Ouais. Voilà. Donc pour ceux qui ne te connaîtraient pas, je vais te laisser te présenter rapidement. Ah putain. Alors, c'est commence bien. Donc oui, bonjour, je m'appelle Pierre Alary. Je suis en effet ici chez les bons copains de Nice, présenter donc Don Vega, mon dernier album qu'on peut, voilà, je vous montre. Je sors, je vous montre. Donc il y a une version, on va dire une réappropriation du mythe de Zorro, de l'histoire de Zorro. Et pour parler vite fait de mon parcours, avant de rentrer dans le vif du sujet, je viens de l'animation. En tout cas, j'ai commencé ma carrière dans l'animation, après avoir fait des études au Gobelin pendant donc 3 ans au Gobelin. En sortant des Gobelins, je suis rentré chez Disney, et là je suis resté 10 ans, comme d'abord assistant animateur, puis animateur, sur donc pas mal de longs métrages. Là-bas, j'ai rencontré toute une bande de camarades qui font aussi maintenant de la bande dessinée, qu'on connaît bien. Ça va de Nicolas Kiramidas à Juan Rowe, Guarnido, Virginie Augustin, voilà, Cyril Pedrosa, tout un petit gang qui a commencé sa petite carrière chez Disney. Et voilà, après avoir travaillé donc sur plein de longs métrages, avoir vécu plein de bons moments, on s'est tous séparés et chacun mène sa petite vie. Donc une bonne partie du studio est restée dans l'animation et l'autre partie, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà bien attirés par la bande dessinée, on a continué notre petite carrière avec plus ou moins de réussite, pour certains beaucoup plus, pour d'autres un peu moins, et dans la bande dessinée. Et voilà, et aujourd'hui on se retrouve donc à discuter ensemble. Très bien. Sympathiquement. Alors comment tu t'es retrouvé à faire justement de l'animation? Est-ce que c'était un choix au début ou Alors, comme je dis souvent, ça a été un heureux accident. C'est-à-dire que j'ai été en atelier à Paris, j'avais fait 1 an d'atelier, enfin on va dire une demi-année, parce que je travaillais le matin à prise unique pour me payer l'après-midi. Et là, quelqu'un était venu nous parler des Gobelins, donc une école de dessin, portes ouvertes, blablabla, et il m'a dit on fait de la BD, tu peux aller voir. Et en effet, moi j'avais été déjà très attiré par la bande dessinée, donc je suis allé aux portes ouvertes des Gobelins, et je découvre que c'est pas du tout une école de BD, mais d'animation. Ce qui ne m'intéressait strictement pas, quoi, en fait. Moi, l'animation, voilà, je m'étais jamais posé la question de faire ou pas de l'animation. Et puis j'y suis resté parce que c'était sympa, c'était des jeunes, on dessinait toute la journée, donc je me dis bon allez-y, passons le concours et voyons, essayons en tout cas. Voilà, coup de bol, ça a marché, j'ai réussi le concours, je suis resté 3 ans au Gobelin, j'ai rencontré plein de super copains. En effet, on travaillait toute la journée, on dessinait toute la journée, et on a appris donc toutes les bases de l'animation. Donc avec beaucoup d'intervenants, en plus de très haut niveau, de très bons intervenants, et qui étaient vraiment des gens déjà bien en place dans le milieu de l'animation.
Et de fil en aiguille, je m'y suis intéressé. Ça me permettait déjà d'envisager un métier. Et en sortant des Gobelins, on a eu la chance d'être tout de suite demandé par les studios Disney à Paris. Voilà, c'est ce que j'allais te demander, comment on se retrouve. C'est eux, en fait, c'est un vivier, les Gobelins, c'est un vivier. On travaille à l'époque, en Europe, il n'y avait pas énormément de grosses structures. Donc il y avait DreamWorks qui s'était installé à Londres, donc sous la tutelle de Spielberg et d'Universal. Et en France, il y avait la boîte Disney, qui était encore une boîte télé, supervisée par les frères Brizzi. Et donc les Gobelins, pour ces deux grosses sociétés, c'était vraiment un vivier. C'est là qu'ils venaient chercher les talents de demain, ou en tout cas des gens qui étaient susceptibles de les intéresser. Et vu le niveau de formation qu'on avait, on avait beaucoup d'anciens justement animateurs de séries télé françaises et quelques animateurs qui bossaient déjà depuis longtemps chez DreamWorks aussi, donc qui étaient quand même des grosses pointures. Et donc le niveau d'apprentissage était vraiment très élevé, ce qui fait que pour les studios c'était vraiment une bonne source d'artistes. Et voilà, donc moi j'ai eu la chance de tomber, d'avoir mon dossier a intéressé les gens de Disney France. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, on s'est retrouvés d'abord à un petit groupe, puis après d'autres copains nous ont rejoints dans les studios de Disney à Paris, à Montreuil. Et on était encore donc sous la tutelle de Disney Télé. Donc moi quand je suis arrivé à Montreuil, on a commencé sur Goofy Movie, donc Dingo et Max, et sur lequel on a quand même travaillé plus d'1 an. Et après, les États-Unis ont décidé de passer la section télévision en section long métrage. Et là on est reparti sur d'autres films, mais cette fois-ci sous la tutelle de Disney Californie, donc sur plein de longs métrages. Et du coup, par rapport à la méthode française, qu'est-ce que ça change de travailler avec des Américains? Est-ce qu'ils vous ont laissé garder votre French Touch, ou ils ont établi une espèce de cahier des charges, vous dire attention, ça vous pouvez faire, ça vous pouvez pas faire, on cherche à atteindre tel objectif et pas un autre? De toute façon, alors la French Touch, c'est ce qui les a intéressés, donc c'est pour ça qu'ils sont venus en France. Mais déjà, quand Disney travaillait sous la tutelle de Disney Télé, les projets étaient des projets américains. La bande à Picsou, c'est un projet américain, donc c'est un projet Disney. De toute façon, Disney contrôle et valide tous les projets, donc c'est eux qui les proposent. Donc le studio français était juste, on va dire, entre guillemets, un studio d'artistes déplacés dans un autre pays. Ça leur permettait aussi, j'imagine, commercialement, d'avoir une petite emprise, d'avoir un pied en Europe. Et du fait de Spielberg qui était pas loin, il fallait quand même avoir un minimum de contrôle sur le marché européen. Et chance pour eux, et voilà, ils avaient trouvé un studio avec pas mal de bons éléments. Mais tous les projets venaient de toute façon des États-Unis. Moi, ce que je voulais dire par là, c'est que par exemple, vous avez le script, vous faites vos storyboards, j'imagine, et à partir de là, ils valident à partir du storyboard en vous disant, voilà, il faut atteindre tel objectif. Après, par rapport au déroulement, vous faites un petit peu comme vous voulez, ou vraiment il y a un contrôle particulier sur toutes les étapes de la production. En fait, est-ce qu'ils vous laissent garder votre touche personnelle, ou quand même il faut que ça rentre dans le format, dans la case Disney, quoi? Il n'y a pas vraiment, alors on peut pas parler de touche personnelle, nous on travaillait pour Disney, donc les projets étaient scénarisés chez Disney, les réalisateurs étaient américains, c'est un film d'animation quoi, donc après on a un cahier des charges, on a le scénario, on a le storyboard, il y a le réalisateur qui contrôle, qui donne son avis, évidemment le producteur derrière va donner le sien, donc les séquences sont données, sont écrites, tu vois, on peut pas non plus, les personnages sont donnés aussi, on n'a pas vraiment, alors on peut amener des idées. Ah voilà, c'est ce que j'allais demander. Ça oui, mais ça sera jamais des idées de toute façon qui iront contre l'esprit Disney. Alors c'est pas non plus, il n'y avait pas du tout besoin d'avoir un esprit franchouillard, contestataire, c'est pas l'idée puisque les mecs nous embauchent, nous payent bien, c'est le boulot, quoi. On bosse pour Disney, on sait ce qu'on fait. Donc voilà, et après en effet de temps en temps, en tout cas on nous demandait notre avis, oui, on pouvait, quand il y avait une projection test, on revenait derrière, on pouvait discuter, tu vois. On peut dire ça fonctionne pas très bien. Ils acceptaient ou pas, et les méthodes après étaient aussi différentes, c'est-à-dire qu'en effet certains superviseurs français, sur certains films, c'était un peu... Voilà, c'est un peu le... Cusco, ça a dû être un petit peu plus freestyle que sur les autres. Voilà. Ça se ressent d'ailleurs. Surtout, il y a une espèce de quiproquo, de bordello au niveau de la production aux États-Unis.
Le truc est parti en vrille, il y a eu un premier scénario, ça a été entièrement réécrit, il y a eu un premier réalisateur, il y a eu un premier compositeur. Parce que n'oublions pas que normalement c'est Sting qui faisait la musique de Cusco, qui est quand même resté 1 an sur le film, et ainsi de suite. Donc ça a été tout un truc, et il fallait trouver des solutions pour reprendre le film à zéro, aller assez vite. Heureusement on a eu la chance de tomber sur un super réalisateur américain qui a repris, qui a réécrit tout, qui a donné une note comique au film qui n'en avait pas au début, qui a fait un truc de dingue. Et nous, on a eu aussi la chance d'avoir des superviseurs à Paris qui étaient vraiment, qui avaient vraiment un sens de l'organisation, c'est le mot, et qui ont proposé de travailler en amont. C'est-à-dire que, par exemple, moi, on a travaillé avec une équipe sur une séquence. Notre superviseur a proposé tout en amont, il n'y avait rien, il n'y avait pas de board, il n'y avait rien. Il a fait tout le board, on a fait les layouts, on a tout fait à Paris. On a fait la séquence animée et il l'a proposé comme ça. Il dit voilà, on vous propose ça, nous on l'a fait. Heureusement, ça plaisait, toi. Les mecs ont dit ah bah génial, là on a gagné 3 mois quoi. Toi. Moi, de la période justement, Cusco, moi c'est celui que je préfère par le ton employé, même par le côté graphique qui est complètement différent des travaux qu'il faisait à la même période, pour Bossu Notre-Dame ou à Tarzan ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est pour moi peut-être le projet le plus original de cette période-là, mais qui est lié justement donc aux événements que tu viens de voir. Il a fait très peur, hein. Au début il faisait très peur, hein. Même graphiquement c'était particulier. Il y avait Après commercialement c'est pas leur plus gros souci. De fait, à cause ou grâce, mais en tout cas à ça quoi. Et c'est vrai qu'il nous a fait très peur, mais on a vraiment été très contents du résultat. Ouais. C'était quelque chose, ils l'ont vraiment sorti de... C'était un phénix ce film. Il est vraiment rené de ses cendres. Et qu'est-ce que toi tu en as tiré du coup de cette expérience chez Disney dans ta façon d'aborder tes projets ou ton travail en tout cas? Écoute alors, les bons côtés c'est vraiment une vision globale d'une histoire. C'est-à-dire que, en tout cas en termes de mise en scène. C'est-à-dire de faire bouger un personnage dans un environnement et essayer de rester cohérent avec cet environnement. Et je sais que souvent en BD, moi ce qui me gênait, peut-être moins maintenant, c'est d'une case à l'autre, le décor n'était plus cohérent, on avait un mur qui disparaissait, j'ai toujours été un petit peu gêné par ça. Avec l'animation, c'est vrai qu'on était obligé d'animer des personnages dans un décor donné. Donc et le décor il peut pas, c'est comme un long métrage de prise de vue réelle. T'as un arbre à droite, là où quand le personnage va tourner, l'arbre doit toujours être au même endroit. Et de fait maintenant depuis, quand je travaille la bande dessinée, j'ai toujours pensé à ça, j'ai toujours mis mes personnages en scène dans un décor en faisant bien attention au raccord, aux positions, au choix de mon décor, du mouvement du personnage dans le décor et de la cohésion des séquences. Mais d'ailleurs c'est même devenu, c'est classique maintenant dans énormément de bandes dessinées, moi qui ai beaucoup de comics, c'est quelque chose qui est très important. Les dessinateurs, les artistes actuels, ils parlent beaucoup justement de la scénographie, ils appellent ça, de l'emplacement des objets dans le décor et à réfléchir en fait leur case en 3D finalement. Voilà, c'est ça. Faut que le lecteur il se pose pas de questions, en tout cas à qu'il ce niveau-là. Soit intégré à l'histoire. Qu'il soit dans l'histoire et les seules questions qu'il a à se poser c'est sur l'histoire. Faut pas que la mise en scène le gêne, faut pas qu'ils se disent attends c'est bizarre, il y avait une fenêtre, elle a disparu, et ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment des choses que j'ai appris auxquelles j'ai appris à faire attention chez Disney. Et après peut-être que le défaut en ce qui me concerne c'est peut-être le trait. C'est que maintenant j'ai un trait très clean. Parce que j'ai passé quand même toutes mes premières années à Disney à faire l'assistant. De l'assistana, et l'assistana c'est que tu reprends tous les dessins de l'animateur et tu les remets en volume, tu remets un trait propre, ça va devenir un dessin référent pour les autres gens qui vont passer derrière. Le principe de l'encreur dans la bande dessinée traditionnelle. Et de fait tu es obligé d'avoir un trait très propre, de faire attention du poil de mouche comme ça. Et ça c'est des choses qui des fois maintenant en BD me gênent un peu, c'est-à-dire que j'ai gardé cette idée du trait propre. Et j'ai un peu de mal à casser le moule, et voilà. Donc des fois j'aimerais bien, et j'y arrive pas. Et du coup, comment donc on sort de chez Disney pour se retrouver à faire non. La bande dessinée. Écoute, on a commencé la BD chez Disney. D'accord. Donc on était, tous ceux qui étaient en tout cas de petits groupes qui étions intéressés par la bande dessinée, on a tous commencé chez Disney. Donc Juan Rowe faisait ses premières pages de Black Sad sur son bureau. Moi je faisais Belladone à l'époque, il y avait même peut-être autre chose avant. Et on était là, on sortait nos pages dès qu'on avait souvent des plages de temps libre, entre deux films, entre deux séquences. Et dès qu'on avait un petit peu de temps, on sortait nos pages dessous le bureau, on ancrait, on dessinait, toi. Donc chacun dans son coin faisait son petit album. Tous ceux qui avaient eu la chance de décrocher un contrat BD, voilà, on faisait nos petits bouquins comme ça. Alors il y avait un accord tacite avec Disney, évidemment, qui nous laissait tranquilles, quitte à rien faire, voilà,
Et de fait, quand Disney a fermé, ceux qui étaient déjà lancés et qui avaient plutôt envie de continuer là-dedans ont continué dans la BD. Certains ont arrêté pour continuer dans les dessins animés parce qu'évidemment il y avait un certain confort que nous on a un peu perdu en faisant que de la BD. Mais voilà, et donc on a vraiment commencé en parallèle comme ça. Mais est-ce que tu considères que le fait d'avoir fait de l'animation chez Disney, ça t'a plus facilement ouvert les portes des éditeurs que si tu avais dû présenter ton livre où ils en avaient strictement rien à faire? Ou au contraire, ça leur faisait peur? Je sais pas, alors je pourrais pas te dire, parce qu'à mon avis, ils regardent le dessin, quoi. Un gars qui vient avec un super projet, je pense qu'il vient de Disney ou d'ailleurs, il est intéressant. Moi j'imagine que ce qui m'a peut-être pas ouvert des portes, mais aidé à faire en tout cas proposer des projets, c'est justement d'avoir appris le sens de la mise en scène, du découpage, du dessin, avec les gars, les copains de chez Disney, et nous, les gens avec qui on travaillait, qui nous ont quand même appris énormément de choses. On a quand même travaillé avec Cador. Comment on passe de la bande dessinée franco-belge à se retrouver à faire un épisode de Spider-Man pour Marvel Comics? Alors, avec des bons amis d'abord, et toujours un petit peu de chance. Alors, des bons amis parce que à l'époque, un bon camarade à moi était donc le gérant de Album Comics à Paris, et les Américains s'étaient rapprochés de lui, puisqu'il avait évidemment beaucoup de contacts. Les Américains s'étaient rapprochés de lui pour avoir accès à des auteurs justement européens et français, pour peut-être un peu rafraîchir certains comics, ou en tout cas essayer de redonner un petit peu d'exotisme sur certains projets qu'ils avaient. Donc Olivier Jalabert, pour ne pas le citer, qui travaille aussi maintenant dans l'édition chez Dupuis, et a été avant chez Glénat et chez Soleil, avait donc proposé à des potes à lui d'amener un dossier ou de proposer quelques dessins, et il a envoyé ça à ses potes américains éditeurs chez Marvel. Et j'ai eu la chance d'avoir retenu l'attention d'un d'entre eux sur un petit projet, donc un petit Spider-Man qui s'appelait Spider-Man Family. Et le but de cette édition, c'était de ramener Spider-Man à un lectorat plus jeune. En tout cas, de ramener les classiques de Spider-Man vers un jeune lectorat. Et c'est pour ça que leur scénariste avait fait une espèce de mélange dans lequel on retrouvait Spider-Man, les 4 Fantastiques, Magneto, Electro, mais tous avec leurs anciens costumes. Electro avec son ancien costume vert et jaune. Voilà, et pour un peu remettre, pas au goût du jour, parce que ça allait pas être la BD révolutionnaire, mais en tout cas pour que les jeunes retrouvent les anciens personnages de Disney, de Marvel, pardon pour le lapsus, dans leur costume d'époque, quoi. Et donc ce qui était super intéressant pour moi, j'étais très content de pouvoir dessiner en plus Magneto. C'est un méchant que j'aimais beaucoup. Et est-ce que ça a changé ton approche du travail en faisant un épisode de comics par rapport à un tome de BD franco-belge? Qu'est-ce que ça a changé dans le rythme. Là on est vraiment plus dans le même rythme, là c'est un mois. Donc alors au départ j'avais demandé, je m'étais prêt à rêver, j'avais demandé un encreur. Alors j'avais donné 2-3 noms. Évidemment, forcément, j'ai demandé les plus recherchés et les plus chers, sans le savoir, mais bon, parce que c'était aussi les meilleurs, enfin en tout cas de mon point de vue. Et comme j'ai pas pu avoir les encreurs que j'avais demandé, proposé, je leur ai dit, écoutez, moi je vais m'ancrer moi. Donc comme je me suis ancré tout seul, j'ai eu un mois de plus. Donc, ça m'a fait 2 mois pour faire les 22 pages de comics. Et c'est un autre copain à moi, donc, qui était lui aussi chez Disney à l'époque, qui était au décor, qui a fait les couleurs, et qui lui aussi maintenant continue dans les BD, est devenu coloriste en bande dessinée. Il s'appelle Jean-Paul Fernandez. Est-ce que tu peux parler un petit peu de tes projets à venir, ou c'est encore un peu top secret? Alors c'est pas complètement top secret, je vais pas donner le titre, mais je suis reparti sur une adaptation de roman, alors un gros pavé cette fois. Un gros roman, Guerre épais. Un grand classique, pas complètement, mais il y a de ça.
un gros classique de la littérature américaine, donc, et que je vais adapter chez Rue de Sèvres en deux volumes de à peu près 130, 140 pages chacun. Et voilà, donc là je suis en train de travailler sur le premier volume. J'en ai encore jusqu'à la fin de l'année prochaine. Il faudra attaquer. Ensuite le second, je suis parti en tout pour 3-4 ans de gros boulot. Ah, c'est pas le même rythme du tout. Ouais, encore, on est obligé de trouver un rythme. Parce que là on est sur donc 280 pages à peu près. Ah, quand même. On est obligé de trouver un rythme qui fait qu'on va pas non plus y passer notre vie. Parce que déjà financièrement, voilà, en France l'édition, on n'est pas payé au nombre de pages, tout le monde le sait. Donc là je suis sur 4 ans pour en faire l'adaptation, le dessin, le scénario, la couleur, sur un projet de presque 300 pages, quoi. Ce qui est finalement pas énorme. C'est la question un peu que je pose aux artistes que je rencontre. Comment tu décrirais rapidement ta méthode de travail? C'est-à-dire comment tu abordes un projet, ou plus précisément, quand tu composes une page, par quoi tu commences? Est-ce que tu fais d'abord des storyboards, ou est-ce que tu attaques de suite, tu as déjà l'idée en tête, tu construis tes cases et ensuite tu les remplis? Généralement je fais le board. Je fais le board intégral, quoi, toute l'histoire. Et donc il y a un premier jet, évidemment, le board c'est pas en une fois, hein, il y a un passage, 2 passages, 3 passages, ça peut. Voilà. Et donc je compose mon board, et une fois que le board est satisfaisant, je reviens dessus en le cleanant, c'est-à-dire je mets les pages, je précise, tu vois. Donc tu amènes là où tu avais posé une idée de décor, tu vas aller chercher de la doc pour ton décor, et tu vas la préciser sur ton image, en faisant attention à ce que, voilà, on parlait tout à l'heure des raccords, les machins, pour les pages suivantes, que le décor que tu as choisi par exemple pour une rue soit le même partout, mais tu mets tout en place. En tout cas, pour que l'étape d'après, ça soit l'étape de mise au propre, le dessin final, quoi. C'est-à-dire qu'après ça, moi je referai le dessin une dernière fois au crayon ou au bleu, et je l'encrerai et ça sera bon. Mais donc voilà, donc toute la période de board et de pré-board est celle qui me prend plus de temps, plus d'énergie. Parce que c'est long et il faut le refaire sur des albums comme Silas Corée, où là on était 2, et avec 2 personnes ayant vraiment une vision très cinématographique, très précise de ce qu'on voulait. Les boards, j'en ai fait 5 versions ou 6 versions, quoi, tu vois, de chaque album, quoi. C'est un travail, c'est vraiment un travail de longue haleine. Mais par contre, c'est souvent ce qu'on dit, une fois qu'on a terminé le board, on a terminé l'album, quoi. Après c'est l'exécution, on reprend, on met au propre. Mais l'intérêt d'un travail sur une bande dessinée, c'est vraiment la narration, la mise en scène, le rythme, et tout ça c'est le board, tu le fais au board, quoi. Ok. Et puis pour terminer, quel conseil tu donnerais à un jeune artiste en devenir qui voudrait se lancer? Si je pars de mon exemple, de copier beaucoup. Enfin moi je sais que j'ai énormément pioché oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des influences. Chez des dessinateurs que j'aimais bien, et je pense que ça m'a appris énormément de choses. Alors d'éthique forcément, après je pense que le naturel de chacun, alors on reprend pas le dessus, mais ce mélange avec tous ces tics qu'on a appris. Mais moi je sais que gamin je lisais énormément de comics, dans Strange, c'était génération Strange, même si je suis beaucoup plus jeune. Et du coup John Byrne, des gars comme ça, moi ça a été des Miller. Alors ça se voit pas évidemment dans mon dessin maintenant, mais quand on en parle entre potes, moi il y a plein de petits trucs que j'ai pris chez ces gars-là, tu vois. John Byrne, c'est comment il faisait ses petites ombres du nez. Il faisait son nez, c'était un petit trait, un petit point pour la narine, l'autre narine, hop, une petite ombre portée, les yeux, tu vois, les ombres sous la paupière, ça c'est ce truc à la Miller ou à la John Byrne, ça donne tout de suite un volume. C'est que des petits trucs comme ça que je piquais à droite à gauche. Et après il y a eu par contre les auteurs que j'ai vraiment vénérés, on va dire, comme des mecs comme Bernie Wrightson, où là je travaillais vraiment, je voulais devenir Bernie Wrightson, quoi. Je travaillais des trucs d'époque, j'ai fait des trucs à la plume, mais tout moche, mais je passais des semaines sur des dessins pour refaire ces illustrations un petit peu comme dans Frankenstein, avant de savoir que lui-même avait pris ça sur d'autres illustrateurs. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une bonne école de piocher chez les gens dont on admire le travail. Encore aujourd'hui, quand je fais une bande dessinée, quand je vais faire des chevaux, j'ouvre mes gyros, quoi, par exemple. Enfin, je regarde comment lui a digéré, comment lui a ingéré le cheval, et comment ce qu'il en rend graphiquement. Et je pense que ça c'est vachement important et intéressant. Ok, très bien, je te remercie du temps que tu m'as accordé, c'était très intéressant, je sais que ça intéressera pas mal. Voilà.
En tout cas, merci de ta beaucoup. présence ici et puis bonne soirée. Ben ouais, elle n'est pas terminée. On retourne au travail. Ça marche. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a donné envie de découvrir le travail de Pierre Alary, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et pour les autres, j'espère que vous avez apprécié de le voir à l'œuvre sur ses dédicaces. En tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Et pour ceux qui découvrent la chaîne, je ne peux que vous encourager à vous abonner et à activer la petite cloche, c'est important, afin d'être mis au courant de la sortie de chaque nouvelle vidéo. En tout cas, je tenais à vous remercier une fois de plus pour vos partages sur les différents réseaux sociaux, car c'est grâce à vous si on s'approche à une vitesse assez folle des 400 abonnés. Merci beaucoup. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, lisez un max et soyez curieux. Allez, ciao les zouzes.